La prise de position récente de Laurent Wauquiez en faveur d'une interdiction du port du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 16 ans a relancé un débat, savoir s'il était bon ou mauvais de porter un voile dans l'espace public, si on était pour, si on était contre, et puis toute la question de la laïcité et du rôle de l'État. Mais au-delà de cette controverse immédiate pour ou contre, cette proposition ne révèle pas tant une transformation du paysage politique, puisqu'on dirait que historiquement la droite tente de ne pas s'immiscer dans les choix individuels. Donc on voit que cet événement met crûment en évidence l'absence réelle d'opposition de fond entre la droite et la gauche sur cette question essentielle de la légitimité du pouvoir à s'immiscer dans la vie intime des individus. En apparence, tout oppose les deux camps. À gauche, alors on défend, à l'extrême gauche, on défend le droit de porter le voile au nom de la liberté individuelle, et à droite, on souhaite l'interdire au nom de la protection des mineurs. Dans d'autres cas, à droite, on va militer pour la liberté individuelle de faire ceci, et à gauche, on s'opposera à cette liberté individuelle au nom, par exemple, de l'environnement. Quoi qu'il en soit, même si l'affrontement des deux camps semble total, dans les deux cas, on tend à se diriger vers une mentalité identique, ce principe que l'État se donne le droit de trancher à la place des individus. Car autoriser ou interdire en fonction de ses convictions personnelles, c'est toujours gouverner les choix des autres. Donc l'opposition est idéologique en surface, mais elle reste unitaire, elle reste unifiée dans sa mécanique profonde, cette mécanique de s'arroger le droit de décider pour les autres, de prendre des décisions de l'ordre de l'éthique et de la morale et des mœurs individuelles. Cette absence d'opposition réelle est d'ailleurs apparue de façon éclatante dans un domaine qui dépassait les mœurs, le domaine de la santé pendant le Covid. Si on avait encore des doutes sur l'état démocratique du pays, on a été servi pendant la période Covid, où on a vu une unanimité politique presque parfaite autour de cette véritable ingénierie sociale qui consistait en confinement, passe, obligation, restriction de déplacement, surveillance des comportements, et puis cette dimension morale qui était mise en avant, qu'il était moral de se faire vacciner, il était moral de se confiner. Là, on voit que la droite et la gauche ont parlé d'une seule voix. On n'a pas entendu de voix se lever dans l'échiquier politique, il n'y a pas eu de débat. Donc ce moment a révélé vraiment cette vérité dérangeante, que le débat politique ne porte plus sur le droit de l'État à intervenir dans la vie privée ou non, puisque ça c'était originellement une revendication de droite, la liberté individuelle et la vie privée. Mais aujourd'hui, on débat seulement sur la manière de justifier cette intervention de l'État dans la vie privée. Le principe de l'ingérence est désormais commun, normalisé, intériorisé. Derrière ces débats, le voile, la santé, les comportements, les mœurs, on voit se dessiner quelque chose peut-être de encore plus profond qu'on pourrait qualifier de destruction progressive de l'autonomie morale de l'individu. On a prétendu pendant longtemps que cette autonomie morale avait été reconquise en mettant de côté, en séparant la religion et l'État. Mais pourtant, cette fonction prescriptive n'a pas disparu. On n'a pas finalement séparé la religion et l'État.
on a demandé à l'État de remplacer la religion. Donc cette fonction, la prescriptive, elle a simplement changé de visage. Ce n'est plus Dieu, ou en tout cas les représentants de Dieu sur terre, qui gouvernent les consciences, mais l'État lui-même. Alors il y a une autre dimension un peu plus sophistiquée encore derrière tout cela, puisque l'État contemporain a présenté des mutations de ce totalitarisme au sens de totalitaire, au sens de incursion dans l'intimité et dans la vie privée. On peut voir se dessiner l'État un peu comme pas comme un tyran brutal, mais comme une figure de mère protectrice. L'État surveille, il prévient, il soigne, il anticipe, il corrige. Il prétend agir pour notre bien, vouloir notre bien, en s'appropriant les fonctions de protection, d'éducation morale et de prévention qui étaient autrefois assumées dans la sphère familiale. Donc on a l'État qui moralise les comportements sous couvert de bienveillance, un peu comme une figure maternelle. Donc le citoyen n'est plus traité comme un adulte moral autonome, il est considéré comme une sorte d'enfant éternel, incapable de discernement, incapable de gérer sa liberté sans tutelle. Donc il s'approprie des comportements maternels tout en étant amputé de toute la noblesse du rôle maternel, puisque le vrai rôle maternel, je pourrais dire parental aussi, mais il me semble que vraiment il y a quelque chose par rapport aux femmes. Parce que le rôle maternel consiste précisément à conduire l'enfant à l'autonomie. S'il y a surveillance, s'il y a protection, s'il y a prescription de la part de l'autorité maternelle, c'est pour transmettre d'une part, mais surtout pour mener à l'autonomie qui est le but de l'éducation. Donner à l'enfant les moyens de penser, choisir et agir par lui-même. Et l'État, quand il se présente comme une mère protectrice, il a donc un rôle maternel amputé puisqu'il va vouloir infantiliser pour toujours, moraliser les comportements d'adultes, imposer des normes, sans permettre jamais à l'individu d'accéder à sa pleine liberté et à son autonomie morale. Là, la fonction éducatrice n'est pas un moyen, c'est un but. Donc l'État remplace la maternité par une tutelle permanente et il dépouille le citoyen, et les femmes particulièrement, de la fonction véritable de transmission et de responsabilisation. Cette figure d'État-mère ne se contente pas d'infantiliser le citoyen, elle va de pair avec une dépossession profonde de la fonction maternelle qu'exercent les femmes. C'est une attaque aussi directe contre les femmes selon moi. Puisqu'à mesure que l'État s'arroge les missions de protection, de soins, de surveillance et d'éducation morale, il ne se substitue pas seulement aux familles. On peut penser, bien sûr, à l'éducation nationale qui maintenant veut aller vers une éducation sexuelle ou éduque les enfants dans un sens moral par rapport à l'environnement. On peut penser aussi au placement abusif d'enfants. Mais ça va plus loin, c'est plus profond, puisque l'État confisque aux femmes l'un de leurs pouvoirs anthropologiques les plus fondamentaux, la maternité, qui est vraiment le pouvoir féminin par excellence, cette puissance éducative, morale et humaine d'éduquer la génération future. On parle de langue maternelle, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des valeurs, l'apprentissage du respect, le développement de la conscience personnelle. Et j'interviens ici parce qu'il me semble que cette dépossession s'est faite avec l'aveuglement et parfois la complicité d'un féminisme contemporain tout récent dans son développement
qui a largement déserté la question de la maternité, malheureusement, qui a laissé de côté cette question de la maternité purement féminine. À l'heure où la définition de la femme est devenue flottante, la maternité reste indéfectiblement attachée à la biologie féminine. Le féminisme contemporain s'est surtout borné à revendiquer des modes de garde, à présenter l'enfant comme une charge, à considérer la grossesse comme un obstacle ou comme un handicap, et à ériger l'avortement en horizon majeur de l'émancipation, jusqu'à faire entrer cette pratique dans la Constitution, sans jamais défendre la maternité comme un pouvoir. Donc l'urgence d'un féminisme réellement émancipateur serait aujourd'hui exactement inverse. Il s'agirait de défendre la maternité comme un pouvoir unique, incomparable, non transférable, ce pouvoir de donner la vie, de former des êtres humains, de structurer des consciences. C'est un pouvoir énorme, civilisationnel. Et c'est ce pouvoir qui dérange profondément l'ordre économique et administratif. Car un enfant qui a reçu une véritable transmission, qui a été réellement accompagné, aimé, qui a reçu, dont l'affectivité a été respectée, qui a reçu cette éducation affective aussi, de la part d'une personne qui l'aime et non pas de la part d'un agent de l'État, permet à l'enfant d'échapper en partie au formatage du système. Or, le système productiviste ne tolère que des individus disponibles, mobiles, interchangeables, et on a pu voir dans tous les États totalitaires que c'est une pratique régulière de monter les enfants contre les parents et de se réapproprier ce pouvoir éducatif. Donc, sous couvert d'égalité, l'État cherche en réalité à s'approprier le pouvoir maternel. C'est là tout le sens de cet investissement de l'État dans ce nouveau féminisme, qui en réalité dépouille les femmes de la maternité. Il ne s'agit pas tant de libérer les femmes que de les rendre comme les hommes, de simples agents du système économique, mobilisés pour la croissance, la production, la rentabilité. Quand une femme reste à la maison avec ses enfants, ou une mère célibataire, par exemple, qui recevrait le RSA pour éduquer ses enfants, elle est pourchassée par les services administratifs pour absolument trouver un emploi. Elle n'a pas le droit de faire ce vœu de pauvreté, de recevoir une allocation minimale pour réaliser pleinement l'éducation de ses enfants. Donc les femmes sont mobilisées pour la croissance, la production, la rentabilité. La croissance économique doit primer sur la croissance des enfants, la carrière sur la transmission, la performance sur la relation. En se substituant aux mères dans leurs fonctions naturelles, l'État affaiblit les femmes tout en prétendant les émanciper. Il transforme la maternité en handicap à compenser, en coût à amortir, en risque à neutraliser. Donc tout ça s'inscrit dans un tableau plus large d'unanimité institutionnelle autour de la délégation de l'éthique personnelle. On demande aux citoyens de déléguer leurs fonctions morales, d'externaliser leurs fonctions éthiques. L'individu est invité à sous-traiter sa conscience. L'État ne se contente plus d'organiser la société, il pense, il juge, il décide à la place des individus. Le citoyen ne choisit plus le bien, il applique, le bien devient obligatoire. Le citoyen ne délibère plus, il exécute, il ne résiste plus, il se conforme sous couvert de cette bien-pensance générale et indubitable, cette vérité morale d'État. Face à cette dépossession, je dirais que la liberté commence par le non. Le non à la violence légale, le non à la participation forcée. Pour moi, cela passe aussi par le non
à l'élection, comme lorsqu'il ne sert plus qu'à acter la délégation totale du pouvoir moral, d'autant qu'on délègue un pouvoir moral à des hommes politiques qui ne montrent pas une probité à toute épreuve. C'est un monde où, quand on arrive à un certain niveau de politique, on arrive à un certain niveau de déchéance morale, puisqu'il n'y a plus aucun scrupule pour arriver à ses fins. Donc c'est encore une problématique qui s'ajoute au reste. Comment déléguer, externaliser son éthique à des personnes qui n'en ont pas? Non à la violence légale, non à la participation forcée, non à l'obligation présentée comme morale, non au service militaire présenté comme un devoir sacré, non à l'élection s'il s'agit d'externaliser notre conscience intime. Mais ce non, c'est la condition d'un oui plus profond. Oui aux organisations volontaires, oui aux associations solidaires, oui aux collectifs d'entraide, oui au réseau de confiance qu'il nous faut constituer, car une chose est certaine, une prochaine crise, comme nous avons connu avec le Covid, viendra, que ce soit sous la forme d'une guerre, d'un attentat, d'un effondrement, d'un événement climatique, d'une crise sanitaire, tout ça plus ou moins provoqué par les autorités, car avec cette nouvelle crise viendront de nouvelles prescriptions morales, de nouvelles restrictions et de nouvelles coercitions. Donc se préparer à cette prochaine crise ne consiste pas à attendre les prochains décrets. Se préparer, c'est construire dès maintenant des réseaux humains autonomes, capables d'entraide, de solidarité et de résistance morale. Car la véritable liberté ne se trouvera ni dans l'état sécuritaire, ni dans l'état sanitaire, ni dans l'état moral. Elle se retrouvera dans la capacité des individus à devenir des sujets moraux adultes, ensemble, sans tutelle permanente, et ça passera notamment, spécifiquement pour les femmes, selon moi, par une réappropriation des fonctions naturelles maternelles. Je vous remercie pour votre écoute, on en discute dans les commentaires. À bientôt.